Sur ta conclusion, tu parlais de l'affirmation des droits de personnes du même sexe à Guam et l'échec de traiter les droits des populations indigènes à Guam. Donc l'idée que l'armée peut ouvrir la voie dans ce genre de combat pour les droits et de changement social. Mais je me demandais s'il y a un débat là-dessus au sein de la population de Chamorro, où dans cette situation on a des droits qui sont affirmés et des droits qui sont niés d'autre part. Donc est-ce qu'il y a un débat à Guam sur ce problème? Mais au sein de la communauté Chamorro, des activistes Chamorro, est-ce qu'ils voient clairement cette contradiction? Est-ce que ça fait l'objet d'un débat local? Alors c'est assez intéressant, mais personne à Guam, à ma connaissance, ni à Hawaï, ni en Californie d'ailleurs, ni au Nevada, n'établissent ce lien. Donc ça montre bien la croissance de la violence étatique au XXIe siècle. Et cette violence étatique, beaucoup de gens en ont parlé. Les gens sont tellement éloignés de cette violence que même les populations indigènes sont complices de ça, et pour des raisons très complexes. Donc, ce n'est pas quelque chose de monolithique. Il y a une séparation, une désapprobation de ces liens. Mais le mouvement de souveraineté de Chamorro, personne ne parle vraiment du corps sexuel, parce qu'ils sont beaucoup plus inquiets pour les questions foncières et les questions linguistiques et l'économie politique de la vie de tous les jours. Et on l'a entendu dans les présentations de Nico, de Kalissa, de John, cette relation du corps politico-social et de l'espace indigène. Le déterminant ne sont pas ce qui est sexué ou sexuel, mais les choses plus matérielles, sociales, des questions de réseau, de clans. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas conscients de ces problèmes, mais qu'il y a des revendications en compétition à ce niveau-là. Merci à tous les intervenants, et excusez-moi de parler à nouveau en anglais et de parler près du micro, mais je voudrais adresser un commentaire à Keith et à Kalissa à propos des discours sur les droits de l'homme. Quel genre de personnes, les discours sur les droits de l'homme, à quel genre de personnes ça s'adresse? Parce que ce que tu viens de montrer, Keith, sur les sollicitations simultanées des notions de droits des gays, il y a certaines idées de collectivisme, mais d'un point de vue fondamental, c'est présenté comme les droits d'un sujet individué intérieur de construire des formes de partenariat, de mariage, comme tout le monde. Et je pense que c'est vraiment intéressant de voir que parallèlement, il y a une notion de droit qui est beaucoup plus relationnelle et collective. Par exemple, les revendications des peuples premiers pour leur souveraineté. Et je pense que ça montre que les discours sur les droits de l'homme, je viens de terminer un travail sur la violence dans le Pacifique, et je pense qu'il y a une tendance à faire une critique indue qui voit uniquement les discours sur les droits de l'homme, sur les sujets individués. Et je pense que, bien que ça ait des origines dans la généalogie, je pense que les discours sur les droits de l'homme, particulièrement au XXIe siècle et particulièrement dans les mouvements féministes globalement, ont été utilisés pour des alliances globales, collectives, pour les personnes de couleur, utilisés pour les femmes et pour les peuples indigènes. Donc je pense que nous devons compliquer un peu cette histoire, la complexifier et voir
ce potentiel dans les discours sur les droits de l'homme. Et je pense que Kalissa, pour m'adresser plus particulièrement à toi, ce que tu as montré à la fin de ta présentation, entre la façon dont Akavaine, cette subjectivité Akavaine, maintenant traverse ces deux contextes divers. Et je crois que c'est important, comme tu disais dans ta dernière phrase, que ce n'est pas simplement une opposition entre quelque chose de relationnel ici et individuel là-bas, mais dans ce contexte d'atelier, le rassemblement Love Life Phono dont tu parlais, il y a de nouvelles formes de collectivité qui se forment par rapport aux revendications sur les droits. Donc c'est plus un commentaire qu'une question, hein, mais merci en tout cas pour... C'était extrêmement intéressant. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Margaret. Bien que moi, je n'ai pas parlé des droits de l'homme dans ma présentation, mais c'est sous-jacent. Le problème ici, c'est qu'on a tendance à accepter la notion de droit de l'homme comme quelque chose qui est essentiellement bon, quelque chose de bien. Alors qu'en fait, je suis d'accord avec toi qu'il y a deux faces de la pièce, de cette histoire. Et on entend très rarement les propositions qui disent que les droits de l'homme sont en fait un instrument dont se sert l'État pour se mêler de notre vie privée. Donc ce que Keith présentait en tant qu'une histoire plus ou moins subjective, mais ça corrige, ça permet de corriger et de parler de quelque chose qui n'est pas souvent énoncé. J'espère que c'est clair pour le public. Je n'essaye pas de nier les droits de l'homme. Par exemple, le droit à la parole, je ne veux pas nier ça. Je questionne sa nature normative dans la colonie. Hein, cette nature normative dans la colonie, c'est ça que je remets en question. Et Thomas Johnson, dans son livre, dit que nous devons penser à la colonie, pas au sens francophone ou au sens socialiste, léniniste, postcolonial. La colonie s'est déplacée vers la base. La colonie s'est déplacée vers la base militaire. Et la technologie de violence, où le corps humain est de plus en plus déconnecté de ce que nous imaginons comme une colonie. On n'a pas besoin de 5000 soldats pour envahir l'Irak, on a besoin de 2 drones. Et les bases, donc, permettent cette expansion profonde de violence sociale et politique. Et je ne pense pas qu'on ait vraiment pris la mesure de ça. On n'a pas pris la mesure de ça, à mon avis. Je pense que les droits de l'homme, d'un côté, c'est une technologie de la gouvernance, une façon de gouverner les groupes, et ça peut aussi être utilisé de façon stratégique, mais il y a toujours un déséquilibre du pouvoir dans cette relation. Donc on essaye de jongler avec les deux. Et c'est ce que tu disais sur la vernacularisation, l'indigénisation des droits. C'est toujours dans le cadre d'un système de pouvoir global. Aux îles Cook et à Samoa, on les appelle les tomboys, les garçons manqués. Lesbiennes aussi, on utilise ce terme. Mais c'est un concept très sexualisé, donc les gens savent que ces filles couchent ensemble, ont des relations sexuelles. Et j'allais dire autre chose, c'est vu, c'est perçu, donc les tomboys, il y en a de plus en plus, hein, depuis... et c'est un... Ce n'est pas une perversion de la tradition, c'est juste une catégorie occidentale de personnes. Et elles adoptent des looks très occidentaux,
Et donc il n'y a pas vraiment de rôle institutionnel pour ces femmes, alors que les Akavaine peuvent jouer au netball dans l'équipe de filles, elles peuvent danser dans les compétitions, les concours de danse nationales avec les filles, et ça ne marche pas du tout de la même façon pour les tomboys, pour les garçons manqués. Elles n'ont pas de présence publique. C'est l'avancement des droits de l'homme en général, mais comment dire, les effets secondaires ou les side effects dont on est en train de parler, même si ce n'est pas l'expression qui était employée, je citais hier, c'est, disons, une question aux trois présentateurs dans la modernisation des États océaniens. Dans le travail salarié qui s'élargit de plus en plus dans les villes. J'avais fait cette remarque hier. Il y a donc beaucoup plus d'hommes et de femmes dans le travail salarié. Et moi, j'étais très frappé par le fait que plusieurs femmes qui travaillaient donc dans des bureaux, ministères, postes, etc., plus d'ailleurs que dans les entreprises privées. Et dans ces nouvelles villes ou ces nouveaux emplois, c'est souvent beaucoup plus un public service, un service public qui se développe. Elle disait, nous ressentons une nouvelle inégalité, domination, tout ce qu'on veut, de la part des hommes chefs de bureau, qu'ils n'oseraient jamais faire dans le contexte du village. Jamais. Et donc, certaines me disaient, ben voilà, on s'est battu, on a maintenant des ministères de la condition féminine dans un certain nombre de nos pays, c'est à moi aussi, et finalement, me disait-elle en caricature un peu, le résultat c'est qu'il y a plus d'inégalités. Tout ça évidemment au nom de cette nouvelle égalité qui fait que tout le monde a droit au travail, au stable, il n'y a aucune discrimination sexuelle. Alors, c'est simplement pour ramener aussi un petit peu aux questions de genre, même si c'est pas tout à fait ce dont on parlait, mais c'est quand même ces effets imprévus qui sont massifs de l'avancement de l'égalité en général. Did you understand my question? I'll say it in English very briefly. I said that yesterday, human rights, equality, no discrimination between men and women to go into work. And then they are working, salaried work, public service. I hear women there saying, we have never encountered such an inequality in this setting before, and they say what the men allow themselves to talk to us, the way they allow themselves to talk to us and to give us orders and all that, they would never dare to do that in the village. But in the ministry's office, in the post office, everywhere, that's okay, because there's all that new, where the chiefs are saying to them, well, you know, you signed a contract, we are all the same, but I'm the boss, so do it. So I'm just thinking to that as one of those side effects of the advancements of, well, of course, was seen at the beginning as human rights. Of course, you create work, salaried work, everyone has the same right to enter that. But it's not because there's equality as a right that there is not a striking inequality in the everyday deal. Malgré l'émergence du ministère des Affaires des femmes et des organisations non gouvernementales, oui, c'est la nouvelle mentalité où le sexe n'est pas opprimé, mais il y a une nouvelle reconnaissance. C'est le ministère des Affaires des femmes. Hein? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et je pense que Serge, dans ton travail, dans tes commentaires, il y a une tendance à réifier ces choses et les fluidités indigènes sont niées. Donc, par exemple, les chefs à Samoa, il y a des protocoles. Et donc, ces mêmes chefs peuvent aller demander 10 000 $ au ministère des Affaires des femmes pour un événement, et ils doivent s'adresser à une femme,
ce qui n'arriverait jamais dans le contexte du village en termes de protocole. Donc, je ne peux pas quantifier s'il y a plus ou moins d'égalité, mais il y a beaucoup d'écarts et beaucoup d'éléments non résolus. Et je pense que ça démontre que la centralité de l'Océanie en termes de géopolitique globale, et Tahiti inclus, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de structure inégalitaire à travers le silence imposé sur la... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de structure, de cas d'inégalité très violente, par exemple dans le régime domestique, dans le contexte traditionnel. Je voulais juste ajouter que je ne crois pas que ce soit nécessairement en fait qu'il y ait moins, par exemple parce qu'il y a un ministère des Affaires féminines, que les femmes travaillent dans l'administration. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'inégalités s'il y a des inégalités de types différents. Et différentes formes d'égalité également dans ces deux domaines. Donc ce sont des formes différentes d'égalité, de hiérarchie. Alors je voudrais revenir à Nico avec deux questions. D'abord, je veux beaucoup apprécier le papier en général et cette réflexion très subtile sur les catégories. Et en même temps, surprise, en t'entendant parler là, que quand tu évoques les trans en général, tu n'évoques que les F2F, comme si ça allait de soi. Ouais. Donc, est-ce que les F2F, ça n'existe pas? C'est une vraie question pour moi. Et en tout cas, il me semble que ça devrait être explicité en tout cas, cette question-là. Qui m'amène d'ailleurs à me poser une autre question plus générale, qui est est-ce que, je n'ai pas encore lu le livre, je vais le lire avec grand intérêt, mais est-ce que les phénomènes contemporains transforment les pratiques trans, par exemple? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des revendications, par exemple, d'opérations, d'hormonothérapie, etc., qu'il n'y avait pas avant, etc. Je me dis que la globalisation, ça passe aussi par... Ça, c'est une première question sur F2M et sur transformation de phénomènes transhumains. J'ai une autre question toujours à toi, Nico, par rapport à ce terme qui vraiment me pose problème de hétéronormatif. Voilà. Moi, parmi les choses qui ont été vraiment pour moi une découverte en lisant l'anthropologie du Pacifique en général, c'est de voir à quel point dans d'autres sociétés il y avait pu y avoir, malgré un attachement incroyable, un partage très strict des rôles masculins et féminins, toute une circulation pensée entre justement les identités masculines et féminines. Et le nombre, j'avais été très frappée aussi, par exemple, par le travail de Barbara Lozewski sur l'idée d'androgynie symbolique. Il y a l'idée que l'androgynie, ça pouvait être pensé par une culture comme un trait commun, et non pas celui d'une catégorie particulière. Alors je me demande aujourd'hui ce qui reste de ça. Je pose cette question, est-ce que la façon dont une société fait un sort à une minorité, je ne conteste absolument pas la légitimité de s'intéresser à cette minorité. Mais je me dis, le contexte dans lequel cette minorité est classifiée, perçue, s'auto-labellise ou est perçue, ça devrait normalement être changé selon la façon dont la majorité, que tu appelles ici l'hétéronormativité, elle-même change.
c'est frappant de voir, par exemple en France aujourd'hui, le nombre d'interrogations qui sont exprimées à travers la culture, à travers l'art, sur, en général, ce que c'est qu'être un homme, ce que c'est qu'être une femme. Il y a vraiment un mouvement de distance par rapport à l'idée qu'il y avait en quelque sorte deux sous-espèces, un petit peu comme Thomas Lecker l'avait souligné, ou Sylvie Stenberg, par exemple, qui ont montré à quel point c'était récent, cette conception des hommes et des femmes comme deux sous-espèces complètement différentes. Donc voilà, question sur est-ce que tu n'envisages pas qu'on pourrait poursuivre la réflexion en interrogeant aussi le contexte de cette majorité qui devient un petit peu essentialisée, si j'ose dire, sous le terme d'hétéronormativité, comme si elle était unique. Oui, tout à fait. Oui, oui, je te remercie, Irène. Irène, je ne sais pas si tout le monde comprend le MTF, c'est-à-dire, je vais l'expliquer, c'est-à-dire ce qu'on appelait traditionnellement un transsexualisme, donc qui vise à vraiment changer son anatomie, au moins changer son apparence, quitte à passer sous le couteau et d'avoir assez d'argent pour avoir une anatomie différente après des interventions médicales, chirurgicales, qui sont assez importantes d'ailleurs. Et M2F, c'est male to female, il faut le dire. Oui, oui, ah oui, d'accord. Donc la nomenclature, c'est MTF, male to female, donc transsexualisme vers une féminité, au contraire de F2M, qui est le transsexualisme vers une masculinité. Et d'ailleurs, j'introduis la notion d'argent ici, précisément parce que c'est en fait ce qui est assez important. C'est pas tout, ça explique pas tout. Il y a beaucoup de ladies à Tonga qui me disent comment on dit ça en français, sex reassignment surgery, la chirurgie qui réassigne le sexe, c'est ça, c'est l'expression qu'on utilise couramment, n'est pas du tout quelque chose qui est dans mes plans. C'est affreux, c'est parce que je reste, d'une certaine façon, je reste homme. Hein? Donc, elles sont assez conservatrices d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui sont contre le mariage pour tous, hein, et qui sont assez explicites, elles s'alignent en fait avec les églises traditionnelles en Polynésie, qui sont absolument contre ça, comme Kalissa l'a expliqué, dans le contexte de la Nouvelle-Zélande depuis l'année dernière, par exemple. Donc, elles sont assez, si vous voulez... il y en a beaucoup qui sont assez, qui veulent rester vraiment qui veulent faire une politique très douce. Hein, une politique, d'ailleurs, on a un contributeur qui parle de ça dans le contexte de Samoa, Reven Dolgoy, et qui parle... Gentle politics of recognition. Exactly. Donc, une douce politique qui vise à être reconnue. Voilà. Mais il y a aussi des Fa'afafine samoanes et des certaines Leiti tongiennes qui, surtout après avoir émigré dans la diaspora en Australie, d'abord ont assez d'argent, parce que bien sûr, passer sous le bistouri, ça coûte extrêmement cher. Hein. Les prix, tu les connais les prix? Non, c'est à peu près 70 000 € pour MTF et environ 100 000, 150 000 de l'autre. Bien sûr, en Thaïlande, il y a des discounts, il y a des réductions. Et d'ailleurs, la Thaïlande, formidablement bien, est devenue le centre mondial avec Téhéran, avec l'Iran. Ça, c'est autre chose. Ça. On en parlera dans la conversation. Alors, je voulais ajouter que medical tourism le tourisme médical
militourism. Et le I think militourisme, probably, je I pense, don't know, but there's some je ne suis interesting pas sûr, mais je pense qu'il y a des intersections intéressantes There, à ce niveau, hein, peut-être. Alors moi, je voulais ajouter un mot d'avertissement, parce que ces derniers jours, on a beaucoup parlé, si on revient à l'Iran, il y a ces couches différentes. Donc l'humanité est comprise de façon différente selon les cultures, et il faut reculer un peu, prendre de la distance et réaliser que l'Océanie indigène, il n'y a pas de déconnexion entre la Terre, l'océan et les communautés. Ça, c'est une entité. Et un autre point important, dans le Pacifique impérial US, ces gens ne sont pas considérés comme humains dans la juridiction américaine. Dans l'Empire américain, ils sont dépendants du département de l'Intérieur, donc l'appareil d'État qui contrôle les animaux. Ça, c'est le deuxième point. Numéro 3, plus généralement, dans les politiques écologistes, avec Kiribati, le Tuvalu, les îles Marshall, jusqu'à les conférences récentes sur l'écologie en Europe, on n'entend pas les voix, elles ne sont pas légitimées, hein, leurs soucis, leurs inquiétudes. Pourquoi ? Parce que ce sont des animaux. Et je pense qu'il faut prendre un peu de recul et vraiment questionner cette promesse et cette pollution de l'humain, parce qu'en Océanie, c'est tellement complexe. Et je viens juste de donner 3 exemples sur un niveau macro. Donc je pense que quand on parle de l'ontologie des choses, il faut vraiment faire attention et voir la façon dont les idées circulent et pourquoi, et bien analyser ce qui se passe à ce niveau-là. Et ça me fait mal de voir qu'il y a une méconnaissance, un manque de reconnaissance qui persiste à tous ces niveaux. Et je voulais juste prévenir, non pas pour rejeter ces discours sur les droits de l'homme, mais pour dire qu'il faut faire attention à ce qui se passe vraiment. Donc je ne sais pas si c'était Nico ou quelqu'un d'autre qui parlait de ça, mais l'émergence des types, il faut faire bien attention à ça. Donc je voulais faire une pause dans la conférence et qu'on fasse vraiment attention à ça, aux promesses et aux restrictions. There was one part of Irene's question to Nico. Il y avait une partie de la question. La deuxième question, en fait. Qui était. On a parlé des changements chez les du caractère fluctuant des non hétéronormatifs, mais finalement, l'hétéronormativité, elle change tout le temps aussi. C'est la question. Oui. Donc, oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc, c'est toujours cette question de terme. Quel terme allons-nous employer? Et le fait que les termes ont tendance à enfermer les choses et artificiellement exagérer l'homogénéité interne du référent, en fait. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas je sais que le terme hétéronormatif et non hétéronormatif, les termes sont problématiques. Mais aussi, en fait, quand on a une société comme, disons, une société traditionnelle, une société villageoise, tongienne ou samoane, où vraiment il y a un effort pour produire une virilité, surtout une virilité des hommes, et pas seulement, et rien pour les femmes. Hein. Donc il y a vraiment, c'est pas un équilibre là, mais une virilité. Donc des images que je vous ai données, malheureusement, je ne savais pas qu'elles n'étaient pas projetées au bon moment. Hein. Comme le tahitien. Oui, tout à fait. Donc cette virilité du corps rubistique, du bodybuilder, du guerrier. Oui, et en fait, il faut la mettre, c'est là où mon travail actuel avec les rugbymen entre en jeu,
Donc, parce qu'il y a des enjeux assez importants à accentuer cette virilité. Hein. Donc, la promesse d'une carrière dans le rugby pour les Tongiens, les Samoa, les Fidjiens, et quelques Tahitiens qu'on voit en France dans le rugby. Je ne sais pas si ça a influencé ce qui se passe ici du point de vue genre et tout ça, mais on le voit très bien. Donc, ou à Tonga, où vraiment tout le système d'éducation, l'espérance des gosses, des enfants, leur orientation est vraiment, leurs espoirs pour l'avenir et celle des parents, des cousins, est orientée vers la possibilité d'une carrière qui leur donnera 800 000 euros à l'an. Qui, bien sûr, on peut bien les comprendre, en fait, d'une certaine façon. C'est bien mieux que d'aller nettoyer les toilettes en Nouvelle-Zélande. Hein? Mais, en même temps, ça privilège une certaine masculinité, donc, qui est très fermée, en fait, qui est très cernée, mais en même temps, comme tu dis, Irène, qui n'empêche pas qu'il y ait aussi des garçons qui ne sont pas des ladies, qui ne sont pas des farfafinets, qui sont beaucoup plus, qui sortent un petit peu, qui savent qu'ils ne vont pas devenir rugbymen, hein, et qui donc emploient des images de la diaspora et tout ça pour épanouir l'éventail de masculinité. Il y a les deux choses qui jouent en même temps, qui sont un peu difficiles, hein, à réconcilier parce qu'elles semblent contradictoires en même temps que, donc, d'un côté, la métrosexualité, ce qu'on appelle ça d'une façon pas très bonne, mais enfin, ça touche donc à une certaine façon d'exprimer le genre masculin qui est féminisé de certaines façons et qui, en fait, interroge les différences. Juste pour ajouter, là, ça change aussi. Donc, tout ce qu'on dit, l'idéal, le macho, etc., guerrier, bon, il y a des valeurs très anciennes. Et le fait que maintenant, il y a du bodybuilding partout, qu'il y a ces émissions à la télévision pour ça, pour les jeunes, il y a une accentuation, moi je le vois à Samoa, une accentuation de l'image de l'hyper-macho. Ouais. Sûrement plus qu'il y a longtemps. Oui, Serge, je suis d'accord avec le point de Nico. L'hétéronormativité est très troublante pour beaucoup de garçons de Tonga, de Samoa, pas seulement au niveau local, mais au niveau international. Ils représentent le nouveau corps noir. Donc cette hétéronormativité, c'est pas ça le problème. C'est la fabrication de mythes. Donc ces jeunes gens croient à ce mythe. Et ce corps noir, c'est dans le sport et dans l'armée également. S'ils ne parviennent pas à devenir joueurs de rugby professionnels, hein, particulièrement à Samoa et à Fidji, donc ils veulent être craints et respectés, ils veulent être aimés en même temps. Donc, à Guam, comme aux Samoa américaines, ont une disproportion énorme de morts de gens tués à la guerre, hein, dans les guerres américaines, parce qu'ils ont accès à l'armée américaine, et la disproportion, tu connais les chiffres, c'est juste incroyable. C'est 1000% hein, par tête. Et ensuite, il faut compter tous les insulaires du Pacifique qui travaillent pour les compagnies de sécurité privée au Moyen-Orient. Et ils sont surreprésentés dans ces sociétés dans ces sociétés également. Compagnies de sécurité privée. Donc j'ai posé au moins 5 questions dans les 10 dernières minutes, mais si je peux revenir à ce que Keith disait, je pense que c'est très important
s'est beaucoup posé des questions sur les concepts des droits, sur ce que ça veut dire, mais il faut troubler cette notion de l'humain. Et tu as parlé de quelque chose de très important, et même une idée judéo-chrétienne de l'humain au sommet de la création divine. Donc je pense que si on travaille avec des concepts plus océaniens, l'humain, le non-humain, cette division, la terre et les hommes ensemble, et on pense aussi à un univers animé avec toutes les créatures qui font partie de la personne, donc, un peu comme les humains. Je pense que c'est très très important. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé tout ce que tu as dit sur le concept de l'Empire qui est maintenant concentré sur ses bases militaires. Donc je pensais à ce que disait Irène et ce que disait Nico lors d'une conversation sur l'hétéronormativité. Et ce que tu disais, Irène, sur... Étant donné que nous ne sommes pas deux espèces, je parle des hommes et des femmes, là, même dans les où il n'y a pas de catégorie transgenre, donc il y a beaucoup plus de travail théorique sur ce que ça devrait être, mais au début de ton livre et de ta présentation, tu demandais pourquoi certaines régions d'Océanie ont ceci et d'autres non. Et dans un certain sens, on peut voir que cette façon de traverser, de définir l'androgynie, par exemple en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Vanuatu, etc. Mais ça ne s'est pas manifesté dans un certain type de personnes. Et je pense vraiment que ce qui est important, et ce que vous faites, toi et Kalissa, c'est cet argument contre l'essentialisation de la typologie qui fait de ces personnes humaines, bon, je ne veux pas vilifier les papillons parce qu'ils font partie de notre univers animé, mais cette distanciation qui, je pense, nous héritons du siècle des Lumières, de la classification. On utilise ces termes pour distancier les types. Et ton évocation, qui est vraiment un processus intensément politique, et les actions et les pratiques sont rendues, les gens sont chosifiés en quelque sorte. Agnès. Je partage tout à fait cette analyse de Margaret à propos de tout ce débat sur les catégorisations. Et je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit tous les quatre sur la question des masculinités aujourd'hui, avec cette sorte d'intensification qui se ferait autour de ces modèles masculins qui seraient donc des espèces d'idéaux, de biographie idéale pour beaucoup de petits garçons, et c'est vrai en Afrique ou avec le foot, etc. Mais je voulais vous demander, d'après les études sur les différentes formes de masculinité comme aux États-Unis, mais aussi en France, tel que j'ai pu les lire, il semblerait qu'il y a un facteur très important qui est le facteur culturel, l'école, le niveau scolaire. C'est-à-dire que les manières de vivre sa masculinité, disons, avec des guillemets, est assez différente selon le niveau d'éducation scolaire. Et donc je me demandais quel était, c'est-à-dire que par exemple dans les milieux les plus populaires qui ne font pas d'études longues, les idéaux dont je vais parler sont forts, les idéaux de sport, etc. Alors que dans les milieux culturellement plus élevés, des garçons par exemple, ils vivent une masculinité plus libre, enfin moins stéréotypée. Et donc ma question c'était quel est le rôle de l'école dans les différentes îles dans lesquelles vous travaillez, et quelle est la place des garçons à l'école, puisqu'on sait qu'en tout cas dans nos sociétés
société occidentale, les filles sont meilleures à l'école et de loin, et que ça a des effets sur la manière dont les garçons se situent face à l'école. Donc c'était un petit peu cette question sur la variabilité des manières d'être un garçon dans les sociétés sur lesquelles il travaille. Une très bonne remarque. You want to say I just something? wanted to say girls are better at school, Yeah. and primary and secondary, or whatever they are. But Well, all the way. all the way, but then you get into the real world and women occupy the lowest ends of the... So there's something else going on there too. Pour ajouter à ça, en fait, Tonga d'abord a un taux absolument incroyable pour un pays en voie de développement qui ne se développe jamais. Les Tongiens à Tonga et dans la diaspora ont un pourcentage absolument incroyable de gens avec des doctorats, qui ont des doctorats. Vraiment une quantité de gens, et certains en sont devenus très connus. Epeli Hauofa, Sione Latu Kefu, ce sont des gens dans les Pacific Studies qu'on lit et qu'on connaît. Et les plus récents, les anciens des années 50-60, c'était des hommes. Maintenant, ce sont pratiquement que des femmes. Hein. Et donc, il y a vraiment... D'ailleurs, les Tongiens parlent de ça, du fait que les enfants, les garçons ne veulent plus apprendre à l'école parce qu'ils espèrent... ils ont le rubis dans la conscience. Alors, c'est un phénomène assez répandu dans le monde, où les petites filles sont beaucoup plus académiques que les petits garçons. Il y en a combien qui viendront des champions de rugby? Oui, c'est exactement. Je vais laisser cette question parce que la réponse est évidente. Donc, donc c'est une politique d'espoir et de désespoir, en fait, qui est très curieuse, parce que, bien sûr, la probabilité d'être reconnu, d'abord, c'est le hasard complet, parce qu'il y a énormément de Tongiens qui pourraient devenir professionnels. Ils sont tellement bons, ils commencent à jouer l'instant qu'ils peuvent marcher. Alors, presque. Donc, ils deviennent extrêmement bons à ce sport. Ils le jouent tous les jours, à 5 heures du soir, dans les villages et tout ça. Mais ceux qui ont une carrière à Bayonne, à Agen, à Grenoble, je dis ça parce que... oui. Parce que j'ai des filières par Agnès et sa famille, avec des Tongiens qui jouent dans le sud-ouest. Donc la possibilité d'être recognized, d'être reconnu, en fait, recruté, repéré, c'est ça. Et ça dépend d'un hasard qui est vraiment une roulette. Hein. Donc c'est le casino. C'est ça. Voilà, merci beaucoup pour cet après-midi qui fut fort riche. Nous avons vu beaucoup de choses. Nous vous donnons rendez-vous à 18h pour une conférence avec Véronique Margon, dont le titre est « Vivre l'Évangile dans sa vie familiale, amicale et sociale, la question de l'homosexualité ». Merci beaucoup et à tout à l'heure.